Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire en direct de Nantes, ici au Planétarium. Planétarium fermé, évidemment, pour les raisons que vous connaissez, mais également pour des raisons de travaux. On est en travaux depuis un petit moment maintenant. Les travaux ont repris, c'est une bonne nouvelle. Ils ont été arrêtés quelques semaines. Ça a repris et on espère, on croise les doigts pour pouvoir réouvrir pour le mois de juin. Voilà, pour fêter nos 40 ans d'ailleurs. Si on peut pas fêter nos 40 ans au mois de juin, si le planétarium ne rouvre pas tout de suite, on se débrouillera. On le fêtera après, on fêtera les 41 ans s'il faut, mais on fera quelque chose. Voilà. Donc on va parler un petit peu d'astronomie ici. On va parler d'astronomie d'une façon assez large, peut-être notamment de vocabulaire. Il y a plein de choses à dire en astronomie. Il se trouve qu'il y a énormément d'objets, qu'on entend souvent parler de mots sans savoir exactement de quoi il s'agit. On va essayer de faire le tri de tout ça et de comprendre de quoi on parle quand on parle de trous noirs ou de planètes naines ou de quoi que ce soit d'autre. Voilà, naines blanches, quasars, peut-être galaxies, etc. Voilà, donc on va parler de tout ça. On va dire c'est Daniel qui va en parler, là, qui est juste en dessous, là. Voilà, il est planqué pour l'instant, mais il va arriver bientôt. Et il va nous parler de ça. Voilà, le voilà. Salut Daniel. Et donc, bien, vous pourrez poser des questions, répondre aussi aux quelques sondages qu'on va mettre. Alors les questions, c'est là-haut, là. Voilà, à côté des sondages d'ailleurs, hein, vous avez deux onglets, un onglet questions, un onglet sondages. Et donc, on va commencer dès à présent avec un premier sondage en fait qui va nous permettre d'apprivoiser un petit peu le matériel. On va mettre deux sondages. Le premier, c'est de savoir combien êtes-vous derrière l'écran. Donc ça, c'est un sondage à une question unique en fait, une réponse unique. Vous avez une seule réponse possible. Et puis un deuxième sondage pour savoir un petit peu qui vous êtes et quelle est votre tranche d'âge du coup. Donc ces deux sondages vont nous permettre d'en savoir un peu plus. Donc combien vous êtes derrière l'écran, il y a une seule réponse possible par personne. En revanche, pour votre tranche d'âge, comme vous pouvez être plusieurs derrière l'écran, on a plusieurs réponses possibles. Voilà, je vous laisse découvrir ça, répondre à ces questions. Et puis, bien, on va pouvoir démarrer bientôt. Alors, juste un petit détail. Si vous posez des questions dans l'onglet questions, merci de préciser votre âge parce que la réponse ne se fera pas de la même façon si vous avez 6 ans, 10 ans ou si vous êtes adulte. Donc, mettez votre âge ou au moins mettez si vous êtes un adulte. Si vous êtes un adulte, pas important de savoir si vous avez 30 ans ou si vous avez 70, mais c'est important de savoir que vous êtes adulte. Voilà. Donc, j'en profite pour dire bonjour à tous, à Valentin, à Liam, à Céline, Manuel, à Gérard, etc., à Fanny, à Alexis, etc., etc. Je vais pas tous les citer. Eh bien, je te laisse la parole, Daniel. C'est à toi. et je lis vos questions, et puis au fur et à mesure, j'y répondrai. Merci Vincent pour cette présentation. Alors, comme tu l'as dit, j'espère que vous êtes bien accrochés à vos fauteuils parce que ça va peut-être être compliqué vers la fin, mais rassurez-vous, on va commencer tout doucement, on va faire comme dans les manèges, et on va repartir de choses très classiques que vous connaissez sans doute très très bien. On va faire quelques petits rappels, d'ailleurs on a eu une séance ce matin sur le système solaire, donc on va reprendre quelques éléments. Et puis après, on ira dans les choses un peu plus compliquées parce que, on parle de choses parfois qui sont pas simples. Donc, on va essayer de les expliquer le plus simplement possible, bien sûr, mais vous allez voir à quel genre même si vous comprenez pas toutes les explications, c'est pas très grave parce que vous allez tout de suite voir de quoi ça cause, de quel type de choses on a à faire. Est-ce que c'est des grands objets ou des petits objets? Où est-ce que c'est situé ces trucs les uns par rapport aux autres, même si on comprend pas forcément exactement comment fonctionne chaque élément. Voilà. Mais bon, on essaiera d'être le plus clair possible. De toute façon, vous avez la rubrique questions et puis sinon, vous allez mettre au chômage Vincent si vous posez pas de questions. Donc, posez-lui des questions. Voilà. Sans oublier de donner votre âge, hein, attention, c'est important. Oui, c'est vrai que quand on va parler de comment fonctionnent les étoiles pour les enfants de 5 ans, ça va pas être simple. Donc, je m'adresserai aux plus grands. C'est pas grave, les enfants de 5 ans, c'est pas la peine de partir parce qu'on va parler d'autres choses en même temps. Donc, on va essayer de faire tout azimut pour tout le monde. Voilà. Bon, eh bien, je vous propose de commencer par notre point de départ, c'est nous. Eh bien, je suis comme vous, hein, un être humain. Voilà, et puis j'ai les deux pieds par terre, enfin pour l'instant.
plus ou moins assis, mais je suis sur une planète comme vous. Nous sommes sur la même planète d'ailleurs, et cette planète, c'est, on va dire, un gros rocher, pour faire simple, qui tourne autour d'une étoile. Donc on habite sur une planète. Donc une planète, c'est forcément un objet qui fait le tour d'une étoile. C'est dans un ensemble plus grand où il y a d'autres planètes qui tournent également en rond autour d'une étoile. Et bien cet ensemble formé d'une étoile et de planètes qui tournent autour, on appelle ça le système solaire, puisque notre étoile s'appelle Soleil. Toutes ces planètes tourneront autour d'une étoile. Donc, bon, il se trouve que notre étoile s'appelle Soleil. Mais on va prendre le Soleil d'une façon générale, parce que à chaque fois que vous regardez les étoiles, si vous sortez dehors ce soir, vous en verrez 1000, 1500 étoiles. Eh bien, s'il fait beau, s'il n'y a pas de nuages, ça a l'air de se couvrir là. Et s'il n'y a pas de nuages, vous allez voir 1500 étoiles. Et chacune de ces étoiles est un soleil, un autre soleil autour de chacun tourne d'autres planètes, des cortèges de planètes. Alors, on ne sait pas exactement quelle moyenne vous avez comme de planètes autour des étoiles. Il y a dans un ensemble qu'on va définir tout à l'heure, qu'on appelle une galaxie. Une galaxie, on sait que la nôtre contient entre 100, 200, 300, 400 milliards d'étoiles. Vous voyez, on sait qu'il y a plein d'étoiles, quelques centaines de milliards, mais on ne saurait pas dire s'il y en a 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards ou 400 milliards. Bon, c'est à la louche, on va dire environ 100 ou 200 milliards. On n'est pas à 100 milliards d'étoiles près, mais ça donne des ordres de grandeur, quoi. Et autour de chacune d'entre elles, alors est-ce qu'elles ont toutes des cortèges de planètes autour d'elles? On ne sait pas trop. De toute façon, sur les plus proches, qui sont déjà très très loin, les plus proches, eh bien, on découvre toujours des planètes. Donc pour l'instant, on n'est pas tombé sur des modèles d'étoiles qui ne possèdent pas de planètes. Donc pour l'instant, le consensus, c'est probablement toutes les étoiles ont des planètes, jusqu'à preuve du contraire. Donc pour l'instant, on n'a pas découvert de cas particuliers. Et les cas particuliers qu'on trouve, eh bien, ils possèdent aussi des planètes. On verra pourquoi ce sont des cas particuliers tout à l'heure, parce que la famille des étoiles, c'est une grande famille où il y a plein de monde là-dedans. Mais on va essayer de détailler tout ça. Alors, pour commencer, je partageais à la fois, comme ce matin ou comme tout à l'heure avec Vincent, on partage à la fois l'écran pour avoir soit des séquences vidéo, pas très longues, juste pour, et on parle en même temps pour les expliquer, ou alors des images. Donc, je vais commencer par une image, voilà. Mais il faudrait que je partage l'écran, c'est mieux. Voilà, vous devez voir apparaître un dessin qui illustre le système solaire qu'on suit servi ce matin. Donc, ça illustre qu'au milieu, il y a une étoile, elle est toute seule, cette étoile. Et puis autour, il y a plein de trucs qui tournent. Alors, les trucs qui tournent autour des étoiles, eh bien, vous avez principalement les planètes. Vous voyez les orbites dessinées, les cercles représentent le chemin de chaque planète autour du Soleil. Donc, il y en a qui tournent en rond très près du Soleil, puis d'autres qui tournent très loin du Soleil. Mais elles sont toutes accrochées au Soleil. En fait, on dit qu'elles sont dans le champ d'attraction du Soleil. Et si elles ne tournaient pas assez vite autour du Soleil, elles seraient toutes tombées sur le Soleil. En fait, c'est la gravité, c'est la gravitation qui les attire. Et c'est ce qui les retient. D'ailleurs, chaque objet est formé d'une quantité de matière, et cette quantité de matière va générer automatiquement un champ de gravité. Par exemple, moi, je suis constitué d'une quantité de matière, je génère autour de moi un champ de gravité. Pourtant, j'ai beau approcher mes doigts de mon stylo, là, mon stylo ne va pas se coller à moi. Parce que le champ de gravité de la Terre, qui est à côté de nous, là, sous nos pieds, est bien plus fort que ma propre gravité à moi. Donc, le champ de gravité d'un objet petit est très faible. Et si vous vous trouvez à côté d'un objet qui est beaucoup plus gros, vous êtes d'abord attiré par l'objet plus gros. Et là, l'objet le plus gros pour nous tous, sur la Terre, c'est la Terre, bien sûr. C'est celle qui nous attire. Mais si on s'éloignait un peu plus de la Terre, assez loin, plus loin que l'endroit où se trouve la Lune, parce que la Lune est attirée par la Terre, c'est parce qu'elle tourne autour de nous qu'elle ne nous tombe pas dessus. Donc, elle est attirée par la Terre, mais elle ne tombe pas dessus parce qu'elle tourne assez vite. Ça l'empêche de tomber. Eh bien, vous voyez la même chose pour les planètes. Toutes ces planètes tourneront autour du Soleil parce qu'elles sont attirées par le Soleil. Les planètes tombent sur le Soleil, mais comme en plus elles ont une certaine vitesse, ça les empêche de tomber, en quelque sorte, ça les maintient. Donc, tant qu'elles tournent, ça se maintient. Alors, les objets les plus gros du système solaire, c'est d'abord l'étoile qui se trouve au milieu, et de très loin. Vous avez, pour les plus grands, vous avez plus de 99,9% de toute la matière du système solaire qui est dans le Soleil. Ça veut dire qu'il reste que 0,1, même pas 0,1% pour fabriquer toutes les planètes qui tournent autour. Donc, les planètes géantes comme Jupiter et Saturne raflent déjà une grosse quantité de ce qui reste. Et donc, il reste encore moins pour fabriquer des planètes rocheuses du genre la Terre, celle sur laquelle nous marchons tous les jours. Donc, vous voyez, dans le système solaire, toute la matière est presque dans le Soleil, il n'y a pas grand-chose. On peut dire que c'est des miettes, des petites miettes qui font le tour du Soleil, mais bon, c'est important, nous, on habite sur une miette. Donc, notre miette, on l'a appelée Terre, mais il y a d'autres miettes comme la planète Mars ou la planète Vénus. Revenez à nous voir au
au webinaire sur le système solaire pour voir ça dans le détail. Alors, on va parler du Soleil puisque c'est une étoile. Donc, les étoiles, c'est quand même des choses, c'est un objet assez particulier. Alors, le Soleil qui se trouve au milieu du système solaire, c'est une grosse boule de gaz. Ce gaz, c'est le plus répandu dans l'univers. On appelle ça l'hydrogène. Par exemple, ce qu'on respire, c'est un mélange de gaz, différentes sortes de gaz. Vous respirez 3/4 d'azote, 1/4 d'oxygène. C'est ce que je respire. C'est normal, c'est le mélange de gaz qu'on a qui forme l'atmosphère de la Terre. Dans le cas du Soleil, c'est une grosse boule qui est formée que de gaz quasiment. On appelle ça de l'hydrogène. Alors, il y a d'autres gaz, bien sûr, il y a d'autres éléments dans le Soleil, mais principalement, c'est pratiquement que de l'hydrogène qui, parce que l'objet est très très gros, il est très très chaud à l'intérieur, la pression est tellement chaude et tellement forte au centre du Soleil, donc la température est tellement élevée que l'hydrogène va fusionner et fabriquer de l'hélium. C'est la transformation de l'hydrogène en hélium qui allume les étoiles. Donc une étoile, ça s'allume dès que l'hydrogène s'allume. Le problème, c'est que pour fusionner l'hydrogène, il vous faut au minimum plusieurs millions de degrés. Alors, c'est pas très différent que de, par exemple, si vous voulez faire du feu dans la cheminée. On va prendre un exemple concret. Si vous voulez faire du feu dans la cheminée, d'abord, il vous faut une cheminée. Ensuite, vous pouvez mettre des bûches de bois dans la cheminée. Et puis, vous pouvez vous tourner les pouces pendant 2 heures. Le feu ne va pas s'allumer tout seul. Pourquoi? Parce que pour que le bois brûle, il lui faut une température minimum. Si vous n'atteignez pas la température minimum pour que le bois brûle, votre bois ne brûlera pas et vous n'aurez pas de feu de cheminée. Donc, pour enflammer du bois, il vous faut au moins dans presque 1000 degrés. Alors, comment faire obtenir 1000 degrés? C'est facile. Si vous faites craquer une allumette, votre allumette, elle brûle à peu près à 1000 degrés. Donc, c'est suffisant. C'est suffisant pour allumer du papier qui, à son tour, allumera des brindilles qui, à son tour, enflammeront. Si la température, globalement, est suffisante, eh bien, votre bois va brûler. Donc, en fait, alors, je ne veux pas dire qu'une étoile, c'est un feu de cheminée, n'exagérons pas, mais c'est le même principe. Pour allumer ce carburant-là, l'hydrogène, pour l'allumer, il vous faut plusieurs millions de degrés. Et pour obtenir plusieurs millions de degrés, il n'y a qu'une façon, c'est avoir un gros paquet. Plus le paquet est gros, plus la gravité l'écrase, et plus ça l'écrase, plus la température monte au milieu. Donc, vous comprenez qu'il faut une certaine taille. Si vous n'en avez pas suffisamment, ça ne s'allume pas. Et si c'est assez gros, ça va s'allumer. Alors ça, c'est important de se souvenir de ce petit détail. Bon, en tout cas, dans le Soleil, c'est suffisant. Dans notre étoile, on a 15 millions de degrés. Il fait assez chaud, hein. Voilà. Et l'hydrogène, eh bien, se transforme tranquillement. Alors, faut pas habiter sur le Soleil, évidemment, en hélium. Et cette transformation dégage toute l'énergie du Soleil, c'est-à-dire sous forme de lumière. C'est le Soleil qui nous éclaire, sous forme de chaleur, c'est aussi le Soleil qui nous chauffe, hein, et toutes sortes de rayonnements, mais on ne va pas s'encombrer avec ça dans cette séance. Donc, en fait, toutes les étoiles brûlent de cette façon-là. La grande majorité des étoiles brûlent de cette façon-là. Et c'est le principe de fonctionnement des étoiles. Et on peut dire justement que c'est une étoile à partir du moment où ça s'allume. Alors, évidemment, ça ne s'allume pas en 5 minutes. Il faut que l'objet grossisse et soit assez grosse, soit entassé suffisamment pour donner une étoile. Ce qui veut dire que avant d'en être à ce stade-là, une étoile, avant d'être une étoile, c'est un autre objet qu'on ne va pas qualifier d'étoile. Donc, en fait, l'étoile Soleil s'est allumée qu'à partir d'une certaine époque. Alors, on va en reparler tout à l'heure, mais bon, ça veut dire à quoi ressemblent les étoiles. On va reparler de la vie des étoiles tout à l'heure. Je vais continuer sur le système solaire. Bon, vous connaissez les planètes, bien sûr, comme la Terre. Hein. Revenez nous voir pour les séances sur la Terre. Mais il y a aussi tout un tas de corps. On va faire des comparaisons. Vous apercevez là sur cette image, par exemple, eh bien, un dessin de la Terre, enfin, photo de la Terre. Et par comparaison, ici, vous avez les satellites naturels. Alors, les satellites naturels, comme la Lune autour de la Terre, on peut mettre ça dans la même catégorie que les planètes. Après tout, c'est un objet rocheux. Et ici, vous en avez tout un tas d'objets rocheux. La Lune, vous la voyez en haut à droite, là. C'est par colonne. Chaque colonne représente ce qui tourne autour de la Terre, la plus à la gauche possible. Après, vous avez Mars. Alors, autant vous dire qu'autour de Mars tournent 2 trucs. Hein, on les voit à peine sur l'image. Phobos et Deimos sont 2 cailloux qui ont été ramassés par hasard par Mars. On peut appeler ça des satellites naturels, mais vous voyez, c'est petit. Par contre, Jupiter, elle se tartine Io, Europa, Ganymède, Callisto, qui sont carrément, ce sont presque des petites planètes, quoi. Ce sont pratiquement des petites planètes. Saturne, vous voyez, il y en a toute une flopée. Titan autour de Saturne est une grosse lune de Saturne.
Et vous voyez, pour Uranus, un petit peu moins. Neptune a Triton, hein, une grosse lune. Pluton, autour de Pluton, vous avez Charon ou Charon. Pluton-Charon est un système double, quasiment presque une planète double. Donc, ces objets-là, parce qu'ils font le tour d'une planète, on les appelle satellites naturels, mais les mêmes tailles qui se baladent autour du Soleil, on va les appeler des planètes naines. Et des planètes naines, vous en avez 5. Vous avez Cérès. Alors Cérès, c'était déjà connu comme étant le plus gros des astéroïdes, mais vous avez Makemake, Oméa, Eris, vous avez 5 planètes naines. En fait, quand Pluton a été découverte, en 1930, hein, ça remonte à un petit moment, on ne connaissait pas du tout la taille de Pluton. On a repéré Pluton sur les plaques photos. On s'est dit, tiens, ça doit être une planète parce qu'elle suit la même trajectoire que les autres avec la bonne vitesse. Bon, bref, c'est une planète, quoi. Fait le tour du Soleil, sans savoir sa taille. Il a fallu attendre pratiquement 40 ans avant qu'on détecte Charon autour de Pluton. Alors, comme on a vu Charon tourner autour de Pluton, en voyant le temps que ça met pour faire le tour, ça permet de déterminer automatiquement la masse de Pluton. Et ce jour-là, on s'est dit, ah, Pluton, waouh, c'est vraiment petit. Mais on ne savait pas, hein. Donc, on s'est aperçu que Pluton était toute petite finalement. Tellement petite qu'on s'est posé la question déjà à ce moment-là, c'était en 1978, est-ce qu'on peut continuer d'appeler ça une planète? Vous rigolez ou quoi? Ça fait 40 ans qu'on appelle ça une planète, on va continuer d'appeler ça une planète, c'est la 9e planète du système solaire, basta. 78, 40 ans plus tard, on découvre d'autres petites planètes qui sont à peu près de la même taille que Pluton, mais un peu plus loin. Et là, on se dit, waouh, il y en a combien? 10, 20, 50, 100, 200, 500? Des mini-planètes, enfin des petites planètes comme Pluton. Waouh, ça va faire beaucoup de planètes à apprendre à l'école, donc on va plutôt le faire autrement. On invente une famille qu'on va appeler les planètes naines, voilà. Dans cette planète naine, dans cette catégorie-là, on va mettre les planètes de taille moyenne, voilà. Donc Pluton, ça tombe bien, on va la mettre dedans. On a ajouté Eris, Makemake, Oméa, qui était découverte à cette époque-là. Et on s'est dit qu'on en trouvera d'autres, eh bien, on les rajoutera à cette catégorie, à cette nouvelle catégorie qu'on a créée de toutes pièces en 2006. Ça ne veut pas dire que les planètes nettes datent de 2006. Hein. Les planètes nettes se sont formées avec les autres depuis le début du Soleil. Autour du Soleil, il y a 4 milliards et demi d'années. C'est l'âge de la Terre, des cailloux qui se baladent dans l'espace, c'est l'âge de la Lune, c'est l'âge de toutes les planètes, des satellites de planètes, tout ce qui se balade autour du Soleil. C'est à cet âge-là. 4 milliards et demi d'années. Par contre, on les découvre récemment là, pour les planètes naines. Et puis, il y a un petit malin qui s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait de Cérès? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Cérès, c'est le plus gros des astéroïdes. Or, quand on a découvert Cérès, on ne connaissait pas non plus trop sa taille. Hein. Mais bon, on avait repéré qu'il était fourré quelque part entre Mars et Jupiter. C'est là où sont la plupart des astéroïdes. On s'est dit, bon, voilà, le plus gros des astéroïdes. Mais on a envoyé une sonde autour de Cérès. Bref, Cérès, quand on est à côté, ça ressemble à la Lune. On dirait vraiment la Lune. Donc, vous voyez dans la photo, dans l'image que vous avez là, la Lune, c'est déjà un bel objet rond, sphérique, ça ressemble à une planète. Bon, ben Cérès a exactement la même taille et la même forme qu'une planète naine. Donc, le petit malin s'est dit, pourquoi on ne rajoute pas Cérès à la liste des 4 planètes naines? Ok, on va le faire. Alors, mais il y en a qui n'étaient pas d'accord. Du coup, ils ont coupé la poire en deux. Donc, Cérès, c'est à la fois le plus gros des astéroïdes, mais en même temps, c'est une planète naine. Bon, elle est à cheval sur 2 catégories, mais Cérès, c'est Cérès, point. Et puis, on en a trouvé d'autres dont on avait dit qu'on les rajouterait à la liste des planètes naines. Ouais, enfin, il y en a aujourd'hui, il doit y en avoir une trentaine de candidats pour être planète naine. Et ces candidats, ils restent candidats. Point. On ne les a pas rajoutés à la liste. Parce que probablement, avoir inventé cette famille des planètes naines n'est peut-être pas une bonne idée ou c'est pas d'une grande clarté. Du coup, bon, voilà. Donc, dans le système solaire, il y a une étoile, il y a les planètes qui tournent autour, il y a les satellites qui font le tour des planètes, plus les planètes naines qui se baladent autour du Soleil, plus les cailloux, les astéroïdes, les météorites. Alors, vous voyez, il y a du monde. Mais dans les astéroïdes, vous pouvez avoir des objets de sorte. Voilà, vous voyez Cérès, Vesta, qui est le deuxième plus gros des astéroïdes. Entre les deux, vous avez Eros, qui est une miniature, hein, vous voyez, toute petite. Et Cérès, et vous voyez, là, il y a une partie qui n'est pas éclairée par le Soleil, mais Cérès, ça a vraiment une forme complètement ronde, complètement sphérique. C'est une quasi-planète. C'est une quasi-planète. Bon, c'est à la fois un astéroïde et c'est à la fois une planète naine. Vous voyez un petit peu le genre. Donc, même parmi les astronomes, vous voyez, pour moi, par exemple, ça, c'est vraiment la catégorie astéroïde. Pourquoi? On voit bien que c'est un caillou.
Alors, il a peut-être la forme d'une chaussure, mais c'est un caillou, quoi. Donc ça, c'est un vrai astéroïde, pas la forme d'une boule. Vous voyez, Cérès, il reste dans la famille des astéroïdes. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est basculer Cérès dans la famille des planètes naines, point. Et puis abandonner Cérès comme étant le plus gros des astéroïdes, ça n'a plus de sens, quoi. Vous voyez, pour que l'objet soit rond, il faut qu'il fasse une certaine taille, hein, pour revenir à l'image précédente. Pourquoi Cérès est tout rond? Parce qu'il est gros. Plus l'objet est gros, plus c'est chaud dedans. Mais on a déjà dit ça pour le Soleil, vous vous rappelez tout à l'heure. C'est la même règle, c'est toujours la gravité qui régit tous ces corps. Donc, dans le cas de Cérès, c'est rond parce que à l'intérieur, c'est tellement chaud, c'est suffisamment chaud pour être mou. Alors, pas mou comme du liquide, hein. C'est pas mou non plus comme de la pâte à modeler. C'est plus rigide que ça. Mais, avec le temps, ça s'est arrondi. Ça prend la forme d'une sphère parce que c'est assez mou pour changer de forme. Alors que Vesta à côté, vous voyez, pas vraiment rond parce qu'il n'est pas assez gros visiblement pour prendre la forme d'une boule. Donc, si l'objet est assez gros, il prend la forme d'une boule. Voilà. Alors que s'il est trop petit, on appelle ça un astéroïde, c'est plus classique, hein. Donc, si vous voulez, pour moi, un astéroïde, c'est plutôt un objet de taille intermédiaire et vous voyez, qui a la forme de n'importe quoi, un caillou, quoi. En tout cas, pas la forme d'une boule. Si c'est ça la forme d'une boule, moi, je bascule ça dans la famille des planètes naines. Mais il y aurait beaucoup à discuter sur le sujet. Et je pense que les astronomes qui se réunissent tous les 2 ans, bien, discutent encore de ce sujet des classements. Vous voyez, notre problème là, c'est faire de la classification. On a plein de trucs, plein d'objets qui se ressemblent. Après, comment on les classe? Est-ce qu'on les classe selon les matériaux, selon la taille qu'ils font, selon la forme qu'ils ont, selon la couleur qu'ils ont? Enfin, vous voyez, il y a plein de façons on peut faire des choix différents. Il faut trouver le bon choix pour faire les bons classements. Donc, c'est toujours en cours de discussion, mais en science, ça évolue tout le temps. Donc, c'est jamais figé. Donc, c'est normal. On a fait des choix pour faire ces classifications-là. Peut-être que ça va probablement changer au cours du temps. Ça va pas forcément rester de cette façon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur la partie qui nous touche plus, c'est-à-dire le système solaire. Je vous rappelle qu'on a des webinaires et on parle souvent du système solaire, donc on détaille chaque planète. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les planètes, eh bien, inscrivez-vous sur les webinaires sur les planètes. Et on en fait pas mal. Maintenant, on va reprendre notre histoire d'étoiles. Vous vous rappelez, on était resté sur le Soleil. Alors, avant de changer de catégorie, on va attaquer la vie des étoiles. Peut-être que Vincent a des questions, de vos questions importantes. Rien d'énorme pour l'instant. Il y a une question où il est peut-être plus facile de répondre par oral que par écrit. C'est d'où viennent les astéroïdes, en fait. Qu'est-ce que c'est que les astéroïdes, d'où ils viennent, comment ils sont arrivés là? Alors, vous vous rappelez, on a parlé tout à l'heure, je vous ai montré le système solaire. Voilà une vue globale du système solaire. Là, vous voyez le système solaire tel qu'il est maintenant. 4 milliards et demi d'années après sa formation. Mais quand il s'est fabriqué, quand l'étoile s'est allumée, on va parler là du moment où l'étoile s'allume, quand l'étoile s'est allumée, quand ce truc qui est au milieu s'est appelé Soleil, est devenu une étoile, eh bien, dans cette zone-là, il y avait un gros nuage de poussière avant que ça soit une étoile, qui s'est effondré, qui a formé l'étoile et les planètes en même temps, plus les astéroïdes, les météorites, les satellites de planètes, etc. Donc, en fait, la formation du système solaire, de ce système planétaire, on va dire maintenant un système planétaire, parce que des choses comme ça, ce que vous voyez là, il y en a autour de chaque étoile. Donc, c'est pas parce que c'est le nôtre que c'est spécial. Non, c'est un système planétaire comme un autre. Donc, ce système planétaire s'est formé il y a 4 milliards et demi d'années. Et tout ce qu'il y a dans ce système solaire s'est formé à ce moment-là. Les planètes se sont formées en moins de 100 millions d'années, probablement entre 10 et 20, 30 millions d'années, que les planètes se sont agglomérées, que les poussières se sont collées ensemble pour fabriquer des planètes, pour former aussi en même temps les astéroïdes, les météorites. Donc, tous ces objets, tous ces corps, les astéroïdes, les météorites, les planètes, tous ces objets ont le même âge que le Soleil. Ils ont 4 milliards et demi d'années. Alors, comme ça se passe pareil, de la même façon autour des autres étoiles, ou à peu près, eh bien, si les étoiles ont le même âge que le Soleil, les autres planètes ont le même âge que les nôtres. Par contre, si vous avez ailleurs notre étoile voisine, par exemple, qui s'appelle Proxima, si Proxima du Centaure est une étoile qui s'est fabriquée qui a 1 milliard d'années de plus que le Soleil, eh bien, les planètes qui tournent autour de cette étoile
ce système planétaire jumeau d'une autre, en quelque sorte, ce système planétaire a 1,5 milliard d'années de plus vieux que notre système solaire. Vous voyez, autour de chaque étoile, les étoiles n'ont pas le même âge, elles sont formées à des moments différents, mais tout ce qui est autour de l'étoile s'est forgé à peu près en même temps. Donc, les étoiles ont des âges différents, donc les systèmes planétaires ont des âges différents, mais tout ce qu'il y a dans un système planétaire, tous ces objets ont le même âge. Donc, pour répondre à la question, les astéroïdes sont formés à ce moment-là, et les planètes en même temps, à peu près, on ne va pas chipoter sur quelques millions d'années, voilà, c'est très court. Sur 4 milliards d'années, on n'est pas à 3, 4, 10 millions d'années près, voilà, c'est presque ensemble. Presque instantané, on va dire. Alors, je continue sur la vie des étoiles, parce que ça va nous importer. Alors, vous allez voir un schéma, mais vous affolez pas, vous allez voir, c'est très simple. Ici, on a résumé pratiquement, pas tout l'univers, mais pas loin. À force de regarder les étoiles, on a compris d'abord qu'il y avait plusieurs sortes d'étoiles. Alors, on a essayé de comprendre pourquoi il y avait des différences entre les étoiles, quel âge elles pouvaient avoir les étoiles, est-ce que ça dépendait de l'endroit où elles étaient ou pas. Enfin, on s'est aperçu que ça dépend de la taille des étoiles. En fait, on essaie de comprendre comment les étoiles se sont formées. Mais quand vous regardez une étoile, par exemple le Soleil, ben, il a déjà 4 milliards et demi d'années. À quoi ressemblait le Soleil quand c'était un bébé, quand il s'est fabriqué? On ne peut pas le savoir, c'était il y a 4 milliards et demi d'années, il n'y a pas de caméra pour enregistrer les événements. Et à quoi va ressembler le Soleil dans 5 milliards d'années? On ne peut pas le savoir a priori puisque c'est pas encore arrivé. Alors comment le savoir? C'est simple, il y a plein d'étoiles dans l'univers, il y en a des milliards et des milliards, il n'y a qu'à regarder tout en même temps. D'abord on regarde chaque étoile. Et c'est comme par exemple, je suis extraterrestre, je suis avec ma soucoupe volante, je débarque sur la Terre, hop, je me pose à Nantes, et je dois faire un rapport sur ces espèces de bizarres animaux qu'il y a sur Terre, qui ont une tête, 2 jambes, 2 pieds, un tronc. On appelle ça des humanoïdes. Et combien de temps ça vit, comment ça commence, comment ça naît, comment ça meurt, ces êtres vivants. Et tu as 5 minutes pour visiter Nantes, parce qu'après, il faut que tu reprennes ta soucoupe volante, puis tu as une autre planète à visiter. Eh bien, ça va pas être simple. Parce que si je regarde une personne, par exemple, moi, j'ai 60 ans. Si vous me regardez, j'ai 60 ans. Comment j'étais quand j'étais bébé? Je sais pas. Si, vous pouvez le savoir. C'est simple. Il y a plein d'habitants à Nantes. Donc, il n'y a qu'à aller à la maternité, vous allez voir des bébés. En fait, il suffit de regarder toute la population en même temps. Vous allez voir des bébés, des enfants, des ados, des adultes, des vieillards. Et donc, vous avez l'échantillon devant vous de tous les états possibles à chaque moment possible d'une vie. Eh bien, on fait exactement pareil avec les étoiles. Il y a plein d'étoiles dans l'univers, il n'y a qu'à lever le nez en l'air. Vous voyez plein d'étoiles, elles n'ont pas toutes le même âge. Donc, on les regarde, on voit ce que ça donne. Et à force de regarder, on a compris comment c'est même avant que ça devienne une étoile, comment une étoile se fabrique, comment elle s'allume et comment elle vit, comment elle brûle et comment elle s'éteint. Donc, tout est résumé là-dedans. Alors, évidemment, on a fait un résumé. Bon, il y a toujours des cas particuliers, mais là, globalement, ça va de gauche à droite en termes temporels. Donc, vous voyez complètement à gauche du schéma, vous avez un nuage. En fait, ces nuages de poussière que vous voyez marqués ici, nuages moléculaires, une nébuleuse. Les nébuleuses, ce sont des grands nuages de poussière, de gaz. Et tous ces grands nuages de poussière et gaz se sont formés depuis le début de l'univers. C'est-à-dire il y a très longtemps, il y a à peu près 13, 14 milliards d'années. C'est l'âge de l'univers. On verra tout à l'heure l'âge de l'univers. Et quand ces nuages commencent à s'effondrer, à cause de la gravité, par endroits, ça s'effondre, il y a des effondrements, et bien chaque effondrement va donner naissance à une étoile. Donc, vous voyez, des proto-étoiles. Alors, l'effondrement, il se fait avec la matière qu'il y a autour. Donc, il y a des petits effondrements, puis des gros effondrements. Bref, ça va vous donner des étoiles de différentes tailles. Donc, quand ça s'effondre, il y a, je crois que tu as laissé ton micro, Vincent, on entend ton clap. D'accord, pardon. Les étoiles s'effondrent et vous avez des étoiles grosses, petites, moyennes, voilà. Alors, on a examiné ça de près en comparant. Donc, ça, c'est de l'observation, c'est pas de la théorie. Et on s'est aperçu quelle est la taille minimum pour appeler ça une étoile. Bref, quelle quantité de matière il faut au minimum pour que ça s'allume, pour que ça devienne une étoile. Donc, on a compris ça quand on a inventé les bombes thermonucléaires. C'était après la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est pas si vieux que ça. Ça date d'il y a 70 ans. Quand on a fait sauter les premières bombes H, on a commencé à comprendre comment les réactions nucléaires fonctionnent et ce qu'il leur faut pour les allumer. Il fallait bien que les bombes explosent. Donc, on sait quelle quantité de matière il faut pour que ça s'allume.
Donc, on a calculé quelle est la taille minimum d'une étoile pour que ça soit une étoile. Donc, les plus petites, c'est ce qu'on appelle les naines brunes. Je ne sais pas si vous voyez en bas, sur la gauche, en bas, vous voyez naine brune, c'est la branche des plus petites étoiles. Alors, c'est la limite inférieure. Par exemple, Jupiter, je ne vous ai pas parlé de ça. Jupiter, c'est une planète qui fait le tour du Soleil, c'est une planète. Mais si Jupiter avait ramassé 13 fois de plus sa propre masse, eh bien, ce serait une naine brune, ce ne serait pas une planète. Donc, en fait, la matière, les matériaux qui forment une planète gazeuse comme Jupiter, c'est pas très différent des matériaux qui forment une étoile comme le Soleil. Sauf que c'est pas la même taille. Donc, Jupiter est pas assez grosse, donc c'est pas assez chaud dedans pour ça s'allume, pour allumer des réactions nucléaires. Donc, la planète Jupiter n'est pas une étoile. Alors que le Soleil, lui, est assez gros. C'est pareil, c'est fait de la même chose, mais il est beaucoup plus gros et il a allumé, lui, ses réactions nucléaires. Donc, c'est une étoile. Le Soleil est une étoile, pas Jupiter. Sinon, il y aurait eu deux étoiles dans le coin qui se seraient tournées l'une autour de l'autre, le Soleil et Jupiter. Si Jupiter avait pu être assez grosse, mais il n'y avait pas assez de matière pour fabriquer une étoile avec Jupiter. Donc, la taille minimum, c'est les naines brunes. Hein. Donc, on est sur des tailles en dessous de la taille du Soleil. Le Soleil, lui, c'est une naine jaune. Donc, vous voyez, c'est le trait horizontal là que vous voyez. Vous voyez, une naine jaune. Je ne sais pas si je peux jouer avec mon écran. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui, voilà. Donc, on est ici. Ça, c'est le Soleil qui est ici. Les naines brunes, c'est la taille minimum. En dessous ça, vous voyez, on est à 0,08 masse solaire. On va dire 13 ou 14 fois la masse de Jupiter. Entre les deux, voilà, on a les premières étoiles. En dessous, ça ne s'allume pas, ce ne sont pas des étoiles. Enfin, on ne les rentre pas dans la catégorie étoiles. Au-dessus, ça s'est allumé, il y a des réactions nucléaires, ça brûle, ça chauffe. On appelle ça une étoile. Voilà. Alors, jusqu'à quelle taille ça peut faire? Toutes sortes de dimensions. Donc, le Soleil, c'est une taille, on va dire, intermédiaire, une taille moyenne. On appelle ça une naine jaune. Mais il y a plein d'étoiles plus grosses que le Soleil, mais ce sont des étoiles quand même, elles vont brûler. Ce qui va changer, c'est la vitesse à laquelle elles vont brûler et ce qui va arriver quand elles vont s'éteindre, quand elles auront épuisé leur carburant. Parce qu'en fait, elles transforment un gaz en un autre gaz. Pour le Soleil, qui est une étoile on va dire, très commune, hein, la plupart des étoiles sont du même genre que le Soleil, eh bien, c'est une boule d'hydrogène qui se transforme en hélium. C'est à cause des réactions nucléaires qu'il y a dedans que ça se transforme. Les réactions nucléaires, c'est juste une transformation de l'hydrogène en hélium. À cause de ça, ça dégage une chaleur et une quantité d'énergie invraisemblable. C'est ça une étoile. Tant qu'il y a de l'hydrogène à transformer en hélium, mais vous comprenez bien, il suffit de réfléchir pour se dire, bon, l'étoile fait une certaine dimension, elle a une certaine quantité, c'est comme un réservoir de carburant. J'ai ma voiture, je fais le plein, je mets 40 litres d'essence dans ma voiture. À quelle vitesse je consomme ça? Ça dépend à quelle vitesse je vais aller, mais si je fais une moyenne, admettons que je consomme du 10 litres au 100, eh bien, je dois savoir jusqu'où je peux aller, enfin, à quand mon réservoir va se vider, quand ma voiture pourra plus avancer parce qu'il n'y aura plus de carburant. C'est pareil avec les étoiles. On sait quelle taille elles font, la masse qu'elles font, donc on connaît la taille du réservoir, on connaît la quantité de matière qu'elles ont à transformer, on sait à quelle vitesse ça brûle, oui, ça va faire des années, des milliards d'années qu'on fait le tour du Soleil, donc on fait le tour du Soleil tous les ans, on sait exactement quelle est la taille du Soleil, quelle est la masse du Soleil, pas très loin. Donc, eh bien, on a pu savoir à quelle vitesse il va brûler ce Soleil, cette étoile. Donc, on sait que dans quelques milliards d'années, dans 4-5 milliards d'années, il va se transformer en géante rouge. Comment on sait qu'il va se transformer en géante rouge? On a déjà l'exemple dans le ciel. Il suffit de regarder. On a des étoiles qui sont déjà à ce stade, ou le stade juste avant, ou le stade juste avant, ou le stade juste avant, et le stade juste après, et ainsi de suite. C'est pour ça, comme on a tous les stades possibles d'étoiles qui sont déjà arrivées à ce moment-là, donc on peut anticiper pour savoir ce que deviendra le Soleil. C'est pour ça qu'on sait déjà à l'avance ce qu'il adviendra du Soleil dans quelques milliards d'années. Donc, dans le cas du Soleil, on va prendre la branche horizontale la plus directe, c'est la nôtre, donc celle-là. Donc, dans 5 milliards d'années, le Soleil se transforme en géante rouge. En fait, il va se dilater, se gonfler, il va se rétrécir. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Il va finir en nébuleuse planétaire, vous voyez. Il va globalement, c'est pas une explosion, c'est plutôt une expansion sans fin. Il va se diluer, quoi. Il va se diluer. Et ce gaz qui va se diluer va se mélanger aux grands nuages que vous apercevez, les nébuleuses que vous avez complètement à gauche. Donc, ça va fabriquer du... Bon, bref. La nébuleuse planétaire, elle va... Au cœur de la nébuleuse planétaire, il y aura ce qui reste du Soleil qui va se transformer en naine blanche. Donc, vous voyez, dans quelques milliards d'années, le Soleil va se transformer en naine blanche
Et petit à petit, cette naine blanche va refroidir pour se transformer en naine noire. Mais pour passer du stade de naine blanche et se refroidir suffisamment pour arriver au stade naine noire, il faudra patienter. Au moins, on ne sait pas trop, mais environ 100 milliards d'années. Or, vous vous rappelez, l'univers tout entier n'a que 14 milliards d'années. Donc, on n'en est pas là. Ça veut dire qu'il y a, pour l'instant, il y a des naines blanches déjà. Il y a déjà des étoiles qui sont arrivées au stade de naine blanche. Par contre, il n'y en a aucune. Aucune n'est encore arrivée au stade de naine noire parce que l'univers est pas assez vieux, tout simplement. Mais c'est facile, on voit que ça refroidit, on voit à quelle vitesse ça refroidit, donc on calcule qu'il faudrait à peu près ce temps-là, même si c'est pas encore arrivé, quoi. Mais vous voyez que dans la vie des étoiles, une géante bleue, on va prendre la rangée du haut. La rangée du haut, c'est une étoile, elle s'est fabriquée de la même façon que le Soleil, mais elle était plus grosse, quoi, au départ, plus grosse, il y a plus de matériaux autour, ça formait une étoile plus grosse, elle va brûler beaucoup plus vite, plus elles sont grosses, plus elle brûle vite. On pourrait penser que ça sera le contraire, comme elles sont plus petites, il y a moins de carburant. Mais non, en fait, c'est parce que les plus grosses brûlent plus violemment. Donc, en fait, la géante bleue, au bout d'un moment, en quelques centaines de millions d'années, va se transformer en supergéante rouge. C'est un peu plus gros que la géante rouge que va devenir le Soleil dans quelques milliards d'années. Et puis, à un moment donné, il va y avoir une instabilité à cause de la taille, de la dimension de l'étoile. Elle va se transformer en supernova. Alors, je vous explique bien le schéma. Vous voyez, c'est un peu long, mais c'est pas grave parce qu'il va nous servir après, on va s'en souvenir pour voir les différents objets que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, ça va exploser en quelques secondes, en quelques minutes, en quelques heures, en quelques mois. Ça dépend des supernovas. Elle va exploser. Ça veut dire qu'une étoile va exploser. Mais l'étoile, au moment de l'explosion, va devenir plus brillante que 100 ou 200 milliards d'étoiles. On verra tout à l'heure que les étoiles sont dans des gros paquets qu'on appelle des galaxies. On en parlera tout à l'heure, des galaxies. Eh bien, quand l'étoile explose, quand une étoile explose, eh bien, en supernova, la supernova, elle devient aussi brillante que toute la galaxie, qui est formée de 100 milliards, 200 milliards d'étoiles. C'est invraisemblable, quoi. Il ne faut pas habiter dans le coin, ça déménage. Bon, vous voyez que le Soleil n'est pas du tout situé sur cette ligne de temps, hein. Donc, le Soleil ne peut pas se transformer en supernova parce qu'il n'est pas assez gros au départ. Par contre, les plus grosses, c'est ce qui leur arrive. Donc, vous voyez le résultat de la supernova, c'est bon, ça ressemble à la nébuleuse planétaire, hein, que deviendra le Soleil dans quelques milliards d'années. C'est la rangée du dessous. Hein, si vous faites un parallèle entre la rangée du haut et la rangée un petit peu en dessous. Et dans le cas après la supernova, vous avez deux cas possibles. Alors, pourquoi les deux cas possibles? On a fait des calculs. On a tant de masse, alors il doit arriver ça. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une masse inférieure à une valeur? On obtient une étoile à neutrons, et puis l'étoile à neutrons, elle se transforme en pulsar. C'est une étoile hyper dense qui tombe très très vite. Mais je vais vous montrer une image tout à l'heure. Et puis on s'est dit, tiens, on refait les calculs avec une masse supérieure à telle valeur. Si j'ai une plus grosse étoile, si vous voulez, ça donne quoi? Eh bien, on se retrouve avec un résultat infini. En fait, on se retrouve avec un objet impossible qu'on a appelé trou noir. Alors, on a appelé ça un trou noir parce que il dégage pas de lumière, donc on peut pas le voir. Alors, pour le voir, il faut qu'il perturbe son environnement, ce qui est le cas, hein. Alors, on pensait que c'était un calcul théorique parce que ça correspondait bien au modèle. On a fait des équations mathématiques, tac, tac, tac. On se dit, tiens, on met telle valeur, ça donne quoi? Si c'est plus gros, ça donne quoi? Et puis, c'était très joli, ça donnait un trou noir. Mais comme un trou noir, c'est impossible, on s'est dit que ça fait partie de la théorie, mais il y a sans doute une explication, un truc qu'on n'a pas compris. Sauf qu'on a fini par en observer. Alors, comme c'est noir, c'est pas facile à voir, mais comme c'est loin, parce qu'on parle d'étoiles, donc les étoiles sont très, très éloignées les unes des autres, une étoile qui s'est transformée en trou noir, c'est forcément un objet qui est très lointain. Les trous noirs sont forcément très loin. Donc, pas facile à voir s'ils brillent pas. Une étoile, ça se voit de loin, ça brille. Ça se voit de loin, une étoile qui brille, mais une étoile qui brille pas. On peut dire qu'un trou noir, c'est comme une étoile qui brille pas. Mais, par contre, une étoile, ça perdure son environnement. Par exemple, autour des étoiles, il y a des planètes. Si vous arrivez à repérer les planètes, vous voyez l'étoile déjà. Mais bon, souvent, il faut cacher l'étoile pour voir les planètes autour, parce que vous êtes ébloui par l'étoile. Là, c'est le contraire. S'il y a des trucs autour du trou noir, vous allez les repérer à cause de la présence du trou noir. C'est d'ailleurs comme ça qu'on les repère. C'est le trou noir. Ah, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas pourquoi, c'est grossi. Bon, on a fait un petit zoom sur... ah oui, c'est toi qui as tenté quelque chose. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, les trous noirs sont des objets qui faisaient partie de la théorie au départ, et puis on a découvert que ces objets existaient réellement. Alors maintenant, on a des petits problèmes parce que la théorie n'est pas suffisante pour expliquer comment fonctionne un trou noir. Alors, un trou noir, c'est un objet dont on a bien compris comment ça se produisait,
pourquoi il y a un trou noir, comment se produit le trou noir. Tout l'environnement du trou noir, on le comprend. On arrive même à calculer à l'avance ce qu'on doit détecter, ce qu'on doit chercher pour repérer un trou noir. Ça pose pas de problème, c'est les lois de la gravité, on maîtrise bien ça. Par contre, le trou noir est un espèce d'objet rond, comme une étoile, comme une planète. Hein, c'est comme si c'est un objet comme ça. Mais dès que vous franchissez la limite de cette sphère, de cette boule qu'on appelle un trou noir, eh bien, on n'a plus assez de modèles mathématiques pour expliquer ce qui se passe dedans. On ne sait pas ce qui se passe dedans. On est vraiment hors de la science pour l'instant. Donc, l'objet n'est pas hors de la science. On sait pourquoi cet objet s'est formé. On sait comment il se forme. On sait tous ses effets. Par contre, on ne sait pas décrire l'intérieur. On n'a pas développé assez de mathématiques, en quelque sorte, pour calculer ce qui se passe dans un trou noir. Je ne vous parle pas d'aller faire un tour dedans. De toute façon, c'est comme une étoile. Donc, même qu'elle brille ou qu'elle ne brille pas, c'est un objet lointain. On ne peut pas y accéder. Par contre, on peut les observer de loin. Voilà. Donc là, Oui. Je me permets juste d'intervenir pour dire, quand vous posez des questions, mettez-les dans leur contexte. Je ne l'ai pas dit au début, mais c'est important que vous le précisiez parce que, par exemple, Valentin nous demande, mais tout ça prend du temps ou c'est à la chaîne? Je ne sais pas de quoi il est question. Alors, j'ai répondu, ça prend du temps parce que je pense savoir de quoi il est question, mais c'est important de bien préciser votre question parce que, voilà, je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Il y a plusieurs sujets qui ont été abordés, quoi. Et pareil, il y a, par exemple, notre Soleil, point d'interrogation. C'est difficile de savoir de quoi vous parlez. Voilà, donc merci de le préciser. Oui, d'accord. Donc c'était pour Valentin. Est-ce que tout ça prend du temps? C'est le schéma de la ligne du haut. Donc effectivement, oui. Alors ça prend un certain temps. Voilà. Ça c'est Fernand Reynaud. Oui, un certain temps. Non, c'est long. Ça se compte en milliards d'années. Mais plus on va loin et plus ça se passe rapidement en fait. Voilà. C'est ça. Donc, en fait, vous avez bien compris, c'est une séquence de vie sur plusieurs modèles d'étoiles, sur plusieurs modèles d'étoiles qui existent vraiment. Donc, la ligne du bas, enfin, bon, on exclut les naines brunes parce que les naines brunes, c'est tout juste des étoiles. Ça brûle, ça brûlote, hop, un petit coup, ça s'éteint, ça se rallume, ça s'éteint, c'est à peine une étoile. Des étoiles à soubresaut, en quelque sorte. La ligne du bas, c'est les étoiles standards, comme le Soleil. Donc ça s'étale sur plusieurs milliards d'années. Pour arriver au moment où le Soleil s'allume, c'était il y a 4 milliards et demi d'années déjà. On va arrondir 5 milliards d'années et le Soleil s'est allumé. Et puis on sait qu'il arrivera au stade de nébuleuse planétaire dans à peu près autant. Il est rendu à peu près à la moitié. Donc on va dire qu'il sera presque à l'état de naine blanche. Vous voyez sur le schéma, à l'état de naine blanche, c'est entre le moment où le Soleil s'allume et le moment où le Soleil s'éteint, il va s'écouler 10 milliards d'années. Alors, comment c'est ça? Toujours en comparant avec les autres étoiles et puis les modèles qu'on a inventés pour essayer de comprendre quelque chose. Par contre, la rangée du dessus, là, pour les étoiles super géantes, c'est sur des durées plus courtes. Plus l'étoile est grosse, plus elle brûle vite. Donc, au lieu de s'étaler sur 10 milliards d'années, on va peut-être s'étaler sur 100 millions d'années seulement. 100 millions d'années, c'est beaucoup, beaucoup plus court que 10 milliards d'années. Donc, si vous voulez, les géantes se produisent et brûlent plus vite, quoi. Donc, ils s'en produisent, il y a un plus gros rendement, si vous voulez, de géantes. Alors, on ne sait pas pour autant combien il peut y avoir de trous noirs par galaxie. Dans une galaxie qui contient 100 milliards d'étoiles, comme notre galaxie, la Voie lactée, on sait qu'il y a 100, 200 milliards d'étoiles. Vous voyez, on ne sait même pas combien il y a d'étoiles exactement. On dit qu'il y a à peu près 100 ou 200 milliards d'étoiles. Il y en a peut-être 400 milliards, on ne sait pas exactement, on ne les a pas comptés une par une. Bon, c'est pareil, on va essayer de calculer combien il peut y avoir de trous noirs en tout par galaxie. Alors, peut-être qu'il y en a 1 million, peut-être qu'il y en a 10 000, peut-être qu'il y en a 1 milliard, j'en sais rien, il faut faire des calculs pour savoir quelle proportion. Voilà. Et on ne sait pas non plus ce qu'arrive aux trous noirs sur la durée. Il faudrait les observer longtemps, c'est pas simple. Bon, tout ça, ça reste des modèles qui se transforment au cours du temps, on affine au fur et à mesure. On en sait déjà beaucoup plus qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, donc ça se transforme au fur et à mesure qu'on observe de nouvelles choses. Donc, ça n'arrête pas de bouger, c'est ce modèle de vie des étoiles. Alors, je vais maintenant avancer directement. Hop, excusez-moi. Je vais vous partager quand même quelques petites séquences pour que ça bouge un peu. La formation du Soleil, notamment. Alors, hop, partager une vidéo. Voilà. OK. Donc, à la place de mon schéma, maintenant, vous voyez apparaître. En fait, ce qu'on voit là, c'est une espèce
de nébuleuse. Alors, c'est rond parce que le cadre est rond, il pourrait être rectangle, c'est pareil, hein, votre écran il est rectangulaire, là c'est rond. Bon, faites pas attention à la forme du bord. Ce qu'on montre ici, c'est qu'on est à l'intérieur. Le rond constitue l'endroit où vous êtes. Hein. En dehors du rond noir, de tout ce qui est noir, là, ça ne fait pas partie de l'image. Hein. Donc, on est dans une nébuleuse et on se balade dans la nébuleuse. Et une nébuleuse, c'est un nuage de gaz et de poussière. Ça peut briller ou pas, ça dépend des endroits dans les nébuleuses. Il y a des parties opaques, il y a des parties brillantes. Et puis, par endroits, il y a des étoiles. C'est normal, les étoiles se sont formées à cause de la nébuleuse. Donc, souvent, la nébuleuse va s'effondrer par endroits et ça va donner des groupes d'étoiles, des grappes d'étoiles. Et alors, on peut en voir d'ailleurs de ces grappes d'étoiles, on appelle ça des amas ouverts. Ouverts parce que l'amas d'étoiles va finir par se disperser. Les étoiles vivent leur vie et vont chacune s'en aller à droite, l'autre à gauche, l'autre en bas, en haut. Enfin, il n'y a pas de haut et de bas dans l'espace, mais des directions différentes. Alors, qu'est-ce que ça donne quand un nuage s'effondre? Eh bien, on va essayer de zoomer sur une partie du nuage, pas trop opaque. C'est une reconstitution pour essayer de montrer ce qui se passe sur des durées qui sont très longues. Alors, on ne peut pas filmer ça en direct parce que ça s'étale sur plusieurs centaines de millions d'années, à peine quelques 100 millions d'années. Donc, en fait, le nuage de poussière et de gaz, qui est la nébuleuse, s'effondre. Et parce que ça s'effondre, ça se met à tourner. Et parce que ça tourne, ça s'aplatit comme une crêpe. Donc, en fait, par endroits, vous allez avoir des effondrements qui vont former une espèce de crêpe de poussière et de gaz. Au milieu de la crêpe, au centre, dès que ça sera assez gros et assez chaud, ça va s'allumer, ça va devenir une étoile, on va appeler ça une étoile. Et puis là, dans la crêpe qu'il y a tout autour, la crêpe aplatie comme une galette, vont se former petit à petit les planètes. Donc, les planètes se forment directement au moment où l'étoile s'allume, en quelque sorte. Ça se produit, dans le cas du Soleil, ça s'est produit il y a environ 4 milliards et demi d'années. Donc, c'est beaucoup plus jeune que l'âge de l'univers, mais on en reparlera tout ça tout à l'heure, s'il nous reste un petit peu de temps de l'âge de l'univers. Je regarde le temps que j'ai mis. Ah oui, carrément, j'ai parlé longtemps. Donc, je vous mets les séquences vidéo, ça va être un peu moins rébarbatif. On va toujours rester dans le cadre de la nébuleuse. Cette fois-ci, on va prendre la nébuleuse d'Orion. Pour ceux qui ont suivi le webinaire de tout à l'heure avec Vincent, il vous expliquait la constellation d'Orion. Là, on zoome sur une petite partie de la constellation pour s'apercevoir qu'il y a un nuage de gaz et de poussière très loin, dans lequel se fabriquent des étoiles. C'est une nébuleuse diffuse, donc là-dedans se fabriquent des étoiles. Ce sont des pouponnières à étoiles. Ces objets-là sont faciles à reconnaître. Ils peuvent avoir des formes complètement aléatoires, complètement diverses. Et on s'est aperçu, en zoomant dans ces nébuleuses, on s'est aperçu qu'on en voit des espèces de globules. C'est quoi ça? C'est l'étape juste avant l'effondrement. L'étoile n'est pas encore tout à fait allumée. On peut appeler ça un globule protoplanétaire, ou protostellaire. L'étoile est à peine formée, les planètes vont se former pas longtemps après. Dans chacun, vous voyez, chaque globule va donner naissance à une étoile et peut-être 5 ou 10 planètes qui vont tourner autour en plus. Et elles sont très éloignées les unes des autres. Voilà. Et c'est un effondrement, quoi. Et si on zoome, alors ça c'est une reconstitution, bien sûr, ça doit se produire à peu près de cette façon, sur des durées qui s'étalent sur des millions d'années, pas en 5 minutes, parce que là, vous voyez, la vidéo dure à peine 1 minute. Mais vous voyez, on fait des reconstitutions, comme on voit plein d'objets à des stades différents, là par exemple, on voit typiquement, c'est le stade où le Soleil, l'étoile s'est allumée et les planètes sont en cours de formation à peine. Il y a encore le nuage, la galette autour et ça a à peine formé les planètes. Donc, les planètes sont en cours de formation juste à ce moment-là. Donc, vous voyez, ça s'étale sur plusieurs millions d'années. Et nous, on fait ça, vous voyez, en quelques secondes. Donc, c'est pour illustrer. Donc, c'est une reconstitution. Mais on reconstitue à partir de plein d'observations, de plein d'objets différents. Ça nous permet de reconstruire comment ça se fabrique petit à petit, sur quelle durée. Voilà. C'est comme ça qu'on a compris comment se formaient les étoiles. Alors, même chose pour la formation des planètes, dans ce nuage de poussière et de gaz. Si je vous résume ça, toujours avec une simulation. On va repartir du stade, voilà, le nuage, la galette. L'étoile s'est déjà allumée, ça y est, c'est déjà parti. L'étoile a commencé à briller. Et petit à petit, les planètes sont en cours de formation. À force de tourner autour du Soleil, ces zones ramassent la matière qu'il y a autour. Elles ramassent. Donc, la planète est en train de se fabriquer toute seule. Voilà. Et elles sont déjà en train de tourner, évidemment. Voilà, ça y est, elles sont presque faites là.
Et on se retrouve aujourd'hui avec 8 planètes autour du Soleil, en tout cas dans notre système à nous, mais c'est partout à peu près pareil. Comme ça, il n'y a pas forcément 8 planètes, puis il y avoir 2 planètes, 3 planètes, 5 planètes, 10 planètes. Ça dépend des systèmes planétaires. Rappelez-vous, c'est comme ça autour de toutes les étoiles, quasiment. Donc voilà comment rapidement, comment se sont formées les planètes. À partir, au départ, vous avez qu'un nuage de poussière et de gaz, rien d'autre. Vous vous rappelez le premier schéma? Eh bien, on va passer directement au stade où sera le Soleil dans, si tout se passe bien, dans 5 milliards d'années. Ce sera devenu ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Alors, c'est pas une planète, ça n'a rien à voir. C'est plus vraiment une nébuleuse comme on a parlé tout à l'heure, mais bon, c'est un nuage de poussière et de gaz. C'est issu de l'étoile. Bon, admettons que c'était le Soleil. Admettons que c'est le Soleil dans 5 milliards d'années. Évidemment, c'était une autre étoile puisqu'elle est déjà à ce stade-là. Elle s'est complètement diluée, pratiquement diffusée, elle s'éparpille. Et toute cette matière fabriquée par l'étoile va aller se mélanger au reste du gaz qui a partout à traîner, qui fabriqueront à leur tour de nouvelles étoiles et ainsi de suite. Il y a plein de générations d'étoiles qui vont se former les unes derrière les autres à différents endroits. Et à chaque fois, le nuage s'enrichit de la matière qui a été fabriquée au cœur de l'étoile précédente. Voilà pour la nébuleuse Helix. Alors, vous vous rappelez que ça, c'est pour une étoile du genre Soleil, c'est-à-dire une étoile de taille intermédiaire, de taille moyenne, quoi, une étoile standard. Alors, évidemment, elles ne sont pas toutes la même taille. On a vu que les plus grosses, c'était un peu plus agité, plus violent, ça brûle plus vite, elles ont une durée de vie plus courte, en quelque sorte. Et bien là, on va passer de l'état, la géante rouge, à l'état supernova. Rappelez-vous, en quelques secondes, quelques minutes, ça dépend des supernovas, elle va exploser. Et à ce moment-là, elle va devenir plus brillante qu'une galaxie tout entière. Alors, ça fait un objet gigantesque. En fait, c'est la matière qui est diluée, quoi. Les gaz qui sont dilués. Ça fait une onde de choc qui se propage dans l'espace dans plusieurs directions. Voilà. Alors, évidemment, nous, on voit ça en quelques instants. Il faut imaginer que ça dure beaucoup de temps. Et puis, plus le temps passe, plus ça s'est dilué. Alors, ce qui reste, le cœur de l'étoile s'effondre. Et parce qu'il s'effondre, il tourne encore plus vite. Et ça va former ce qu'on appelle un pulsar. On dit un pulsar parce que il y a sur les axes des pôles, il y a un champ magnétique. Enfin, bref, il y a les axes des pôles qu'on voit, vous voyez, en tournant. Des fois, ça passe dans notre direction. Un peu comme un phare. Quand vous êtes dans un bateau au loin, le phare vous envoie un faisceau. Quand vous êtes juste dans le faisceau, vous voyez le phare. Sinon, vous ne le voyez pas. Donc là, c'est ce qu'on appelle un pulsar. Donc, il y a des pulsars qui tournent des millisecondes, qui tournent en plusieurs milliers de fois par seconde. Donc, il y a des pulsars très rapides. Ce sont des étoiles, des fins de vie d'étoiles. Mais vous vous rappelez l'histoire du trou noir. Le trou noir, c'était toujours la même chose. On parle toujours de la vie des étoiles, mais dans le cas d'une étoile encore plus grosse. Donc, il se passe la même chose. La supernova, elle va s'effondrer en pulsar. Mais est-ce que ça devient un pulsar? Pas tout à fait, vous allez voir. Si j'ai ma vidéo, hop, voilà. Bon, je suis encore dans mes temps, c'est bon. Alors, on va filer en direction d'un trou noir. Une fois que le trou noir est constitué, comment le repérer? Vous avez un champ d'étoiles, facile à voir les étoiles, elles brillent. On les voit bien, les étoiles. Mais un trou noir, comment voir ça? Comment voir un trou noir? Alors, c'est pas simple, mais on y arrive parce qu'il a des effets gravitationnels autour de lui, comme les étoiles ont des effets gravitationnels autour d'elles. C'est pareil pour les trous noirs. Alors, comme l'étoile brille directement, elle est plus facile à repérer. Un trou noir, ça ne brille pas directement. Donc, c'est plus compliqué. Mais on y arrive quand même. Alors, où est-ce qu'il est, ce trou noir? Vous voyez, on ne le voit pas pour l'instant. Pas encore. Voilà, ça vient. L'objet est au milieu de l'écran. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose arriver. On va zoomer vers... Alors, rappelez-vous qu'on ne peut pas faire de voyage vers les étoiles. Donc, on ne peut pas faire de voyage vers un trou noir. Parce que rappelez-vous qu'un trou noir, c'est la fin de vie d'une étoile. Donc, c'est comme une étoile, quoi. Par contre, il déforme son environnement. Il déforme quoi? Alors, en fait, c'est compliqué pour nous parce qu'il déforme l'espace. Alors, on sait pourquoi et comment l'espace se déforme. On sait calculer ça. Par contre, dans notre tête, on ne peut pas le visualiser. Toutes nos représentations de notre environnement est en 3 dimensions. Donc, tous les objets qui sont autour de moi sont en 3 dimensions. La boule est en 3 dimensions, mon écran, mon ordinateur, mon clavier, je sais ce que vous voulez, parce que vous évoluez tous dans un espace à 3 dimensions. Et notre cerveau s'est construit, représente son environnement. Notre cerveau représente l'environnement en 3 dimensions.
Or là, c'est plus compliqué que ça. L'espace, le volume d'espace est déformé. Alors nous, on se dit, on voit pas très bien dans quelle dimension il peut se déformer, il n'y a plus de place, parce que les trois dimensions sont déjà occupées. Ben, c'est plus compliqué que ça. En fait, on peut calculer ces objets-là, on peut observer ces objets-là dans la réalité, mais on peut pas les visualiser mentalement. On peut pas les visualiser mentalement et on ne peut pas décrire ce qui se passe dedans. Alors qu'on comprend très bien pourquoi la lumière prend cette forme autour du trou noir. Parce que la lumière, toute la lumière que vous voyez autour du trou noir, elle provient des étoiles qui sont loin derrière elle. Et la lumière est courbée par la présence du trou noir et ça forme cette espèce de faisceau, enfin d'un lot lumineux. C'est très complexe un trou noir. Mais il faut bien réaliser qu'il y a encore quelques dizaines d'années, les trous noirs, c'était des objets mathématiques et issus du modèle qui expliquait la vie des étoiles. Et c'est plus que ça. Ces objets mathématiques sont des objets réels. On les observe vraiment. Alors on va pas rentrer dans le détail, il y a plusieurs sortes de trous noirs, mais bon, les trous noirs dont on parle, c'est les trous noirs issus de la fin de vie des grosses étoiles. Vous vous rappelez, hein, les deux séquences là, des moyennes étoiles et des grandes étoiles. Eh bien, c'est vraiment ce qu'on avait calculé et c'est vraiment ce qu'on observe. Alors, si on observe, maintenant, on est bien embêté parce que tant que c'était des objets théoriques mathématiques, on s'est dit, wow, c'est pas grave, c'est un truc mathématique, hein, on trouvera une solution plus tard, voilà. Sauf que c'est pas un objet mathématique, c'est un objet réel. Il existe, hein, et enfin, ils existent, ces objets-là. Donc, c'est des objets en théorie impossibles, mais ils existent vraiment. Donc, c'est pour ça que les trous noirs sont toujours mystérieux, parce qu'on est à la limite de la connaissance. Ça veut pas dire que ça sera inconnu plus tard, hein. Peut-être que dans 10 ans, on comprendra, peut-être dans 20 ans, 30 ans. Ça va prendre beaucoup de temps, sans doute, pour développer des modèles, pour expliquer comment ça se passe. Mais ça va pas être simple à comprendre, hein. De la même façon qu'on a compris comment tout l'univers s'était formé, et l'expliquer, c'est pas simple. Parce que mentalement, notre cerveau, et c'est pas parce que ça dépasse notre cerveau, c'est que notre cerveau est construit d'une certaine façon et l'univers est construit d'une autre façon. Et c'est pas simple, c'est de se faire une représentation mentale de ce qu'est un trou noir ou une représentation mentale de ce qu'est le Big Bang, c'est-à-dire la formation de l'univers tout entier. On parle de l'univers tout entier. C'est quelque chose, quoi. Alors, est-ce que j'ai raté des épisodes? Je regarde quand même, parce que je me suis embarqué dans des trucs. Alors ça sera pas très intéressant. Si, je vais vous emmener vers un voyage. On va repartir de chez nous pour résumer un peu les choses. Voilà, vous partez de la Terre, tout le monde, on est en orbite terrestre, hein, vous reconnaissez bien chez nous, notre planète, et puis on va prendre le large. Donc, on s'éloigne de plus en plus. La première chose qu'on s'éloigne quand on quitte la Terre, c'est la Lune, parce qu'elle nous tourne autour, elle n'est pas loin. Elle est à 400 000 km, hein, il faut à peu près 3-4 jours pour y aller. Là, voilà, cette Lune. Et puis, si on s'éloigne plus loin, on va vers les autres planètes qui font comme nous le tour du Soleil. Donc, parmi les planètes les plus près de nous, il y a Mars, il y a Vénus, ça dépend à quel endroit elles sont autour du Soleil. Et là, vous avez déjà une vue d'ensemble de pratiquement tout le système solaire. Et qu'est-ce qui se passe si on va plus loin? Alors, pour l'instant, vous n'avez croisé qu'une étoile, c'est le Soleil, qui se trouve au milieu du système solaire. Les autres étoiles, elles sont inaccessibles. Pas encore. Là, on croise le chemin de Voyager. Alors, Voyager, c'est la sonde la plus vieille, hein. Vous voyez, elle est partie il y a 40 ans. Elle est à 20 milliards de kilomètres pour l'instant. Alors, est-ce que ça la rapproche des autres étoiles? Non. Non. Parce que vous voyez, en 40 ans, elle est rendue là. La bulle verte, ça représente la distance où elle est allée en 40 ans, à 20 milliards de kilomètres. Alors, admettons qu'elle continue de voyager encore pendant 1000 ans. Ben voilà, la bulle bleue que vous voyez là, c'est là où elle sera après 1000 ans de voyage. Elle sera à 500 milliards de kilomètres. Autant vous dire que dans 1000 ans, elle ne fonctionnera plus. Elle sera tombée en panne. Bon, de toute façon, elle n'a rien à photographier, hein. Mais est-ce que ça l'amène vraiment vers les autres étoiles? Toujours pas. Elle n'a pas encore rencontré une autre étoile. Il faut aller encore plus loin pour atteindre la première étoile. La première étoile, la voisine de chez nous. La voisine du système solaire, c'est Proxima. Elle est à 40 000 milliards de kilomètres. Là, voilà. Vous voyez, ça ressemble à... Hop, ça va vite. Voilà. Ah, ça l'est caché derrière le bandeau. J'ai voulu stopper un peu. Donc, bon, je vais reprendre la vidéo. Vous voyez, on a fait 40 000 milliards de kilomètres pour atteindre la première étoile, mais il a fallu 100 000 ans de voyage. 100 000 ans
de voyage. C'est abstrait, 100 000 ans, ça n'a pas de sens quoi, pour nous. Donc voilà, la bulle rouge représente la distance entre le Soleil qui est au centre, ici, de la représentation, et puis la première étoile, Bon, après, il y a toutes les autres. Voilà, maintenant, on se balade vraiment entre les étoiles. Donc voilà, on voit où sont les étoiles, celles que vous voyez la nuit. Quand vous sortez dehors, vous voyez tout ça. Tout ça, vous le voyez en sortant dehors le soir. Alors, jusqu'où on peut voir? Ça dépend si vous regardez avec vos yeux ou pas. Voilà, ça c'est la bulle jaune, c'est ce que vous voyez. Hop, je m'arrête là. La bulle jaune, c'est la limite des étoiles qu'on voit à peu près à l'œil nu. Donc, quand vous sortez dehors, autour de nous, il y a des étoiles dans l'univers, mais vous voyez, le temps qu'il a fallu pour aller jusque-là. Aucun vaisseau spatial ne peut faire ça, bien sûr. Mais on sait exactement où sont les étoiles. Donc, on fait la simulation, nous emmène là où elles sont. Donc, dans la bulle jaune, vous avez, on va dire, 2 ou 3 000 étoiles. C'est à peu près ce qu'on peut voir à l'œil nu depuis la Terre. Bon, on triche un peu parce qu'il y a quelques étoiles qui sont plus loin que vous voyez quand même parce qu'elles sont brillantes. Puis vous avez des étoiles qui sont plus près de chez nous qu'on ne voit pas parce qu'elles ne sont pas assez brillantes. Mais bon, c'est une moyenne, hein, c'est pour se donner une petite idée. Voilà. Et vous voyez la zone visible à l'œil nu, elle est perdue quelque part dans cet immense ensemble qu'on appelle une galaxie. Voilà ce que c'est une galaxie. Vous voyez, c'est un ensemble d'étoiles. Et chaque étoile est un soleil. Autour de chaque étoile, il y a des planètes. Et une galaxie, c'est aplati comme une crêpe. C'est comme le système solaire. Vous vous rappelez, le Soleil, c'est le système solaire, c'est une étoile avec les planètes qui tournent autour. Tout ça aplati comme une crêpe. La galaxie tout entière, c'est un peu pareil. Enfin, sauf que c'est formé que d'étoiles. Vous avez 200 milliards d'étoiles là-dedans qui sont sous la forme d'une galette. On appelle ça une galaxie. Les galaxies, il y en a, vous en avez des milliards dans l'univers. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin? Eh bien, est-ce qu'on a le temps? Oui. Je vous propose d'aller plus loin. Hop, hop, hop. Voilà. On va y arriver. Partager. C'est parti. Alors, toujours autour de la Terre, mais cette fois-ci, on va aller plus vite et on va s'en aller beaucoup plus loin. Parce que, bon, on a fait déjà du chemin. Hein. Tout à l'heure, vous vous rappelez, on a quitté la Terre, après on a croisé la Lune, après les planètes autour du Soleil. On sort du système solaire, il faut 3 plombes pour arriver où? Auprès de l'étoile la plus proche. Et puis ensuite, parmi les étoiles, on voit toutes celles qui sont visibles à l'œil nu, puis ensuite, plus loin, l'ensemble de la galaxie. Et on s'est arrêté là. L'ensemble de la galaxie, c'est toutes les étoiles qui forment notre galaxie, c'est 100, 200 milliards d'étoiles. Rappelez-vous, on ne les a pas comptées une par une. On sait pas. On sait qu'il y en a sans doute. On sait qu'il y en a plus de 100 milliards. On sait qu'il y en a moins de 400 milliards. Vous choisissez n'importe quel nombre entre les deux, comme ça, tout le monde est content. On se donne une fourchette. Et on sait que c'est dans la fourchette. Donc, dans une galaxie tout entière, comme vous voyez là maintenant, vous avez bien sûr les étoiles, mais vous avez aussi les planètes qui font le tour des étoiles, plus tous les nuages de gaz et de poussière qui vont fabriquer les étoiles. Tout ça, c'est dans la galaxie. Ouais, mais ce n'est pas la seule galaxie. Des galaxies, il y en a plein d'autres. Vous voyez ici, là, tous les points que vous voyez maintenant, ce sont d'autres galaxies. Et des galaxies, il y en a des milliards. Alors, au départ, on s'est aperçu qu'il y avait un groupe de galaxies qui contient 20-30 galaxies. Puis après, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres paquets de galaxies, des amas de galaxies. On s'est même aperçu qu'il y avait des super amas de galaxies. Et au-dessus, il y a quoi? Alors, vous allez voir, au-dessus, c'est plus compliqué. Au-dessus, c'est-à-dire sur des dimensions encore plus vastes, on est toujours dans l'univers observable. Hein. Ça, on l'observe. C'est pas de la théorie, c'est pas de l'invention. Ce qu'on simule là, c'est des vraies observations. Mais c'est un simulateur qui représente exactement ce qu'on sait déjà. Donc, c'est, vous voyez, une représentation d'une partie de l'univers. Et je vais vous montrer une image qui sera peut-être plus parlante de ce que ça donne à très, très grande échelle. On ne peut pas basculer, c'est pas malin, on ne peut pas basculer de la vidéo aux photos, c'est un peu débile. Voilà. Vous voyez, ça c'est la même image que vous avez vue précédemment, mais là on représente tous les filaments bleus que vous voyez sur cette espèce de bizarre image, et les points brillants, voilà, tous les filaments bleus représentent la répartition des super amas de galaxies. À cette échelle-là, dans l'univers, vous avez une répartition qui n'est pas uniforme. Il n'y en a pas partout, il y en a un peu partout, mais vous voyez, ça suit des espèces de filaments. Alors pourquoi cette structure filamentaire, l'ensemble des amas, des super amas de galaxies? Eh bien, on s'est posé la question, pourquoi ça a cette forme-là et pas une autre forme? Donc, on s'est aperçu qu'il y avait de la matière noire qui structurait, c'est-à-dire une matière qui est pesante. On peut la mesurer en quelque sorte parce qu'on voit les déformations qu'elle provoque sur ce qu'on voit.
On a aussi trouvé la matière noire d'une autre façon, parce que les galaxies tournaient trop vite par rapport à ce qu'elles étaient censées tourner. Mais bon, la matière noire, ça explique pourquoi ça a cette forme-là. La matière noire provoque cette forme de l'univers. Et cette matière s'est formée au tout début de l'univers. Mais on l'appelle une matière noire parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On a essayé de construire des détecteurs pour essayer de détecter la matière noire. On n'arrive pas à la détecter. On arrive à la voir, entre guillemets, à repérer où elle est et où elle n'est pas, parce que ça a des effets sur la matière visible, c'est-à-dire les amas de galaxies qu'on voit, parce que c'est brillant, ça se voit, alors que la matière noire ne se voit pas. Alors non seulement elle ne se voit pas, mais on ne sait pas ce que c'est. Mais on sait que ça existe. Donc voilà, on se retrouve avec de la matière noire dont on ne sait rien du tout. C'est même pire que ça. Depuis le début de l'univers, en observant l'univers, on s'est aperçu d'une chose assez curieuse. Plus les étoiles sont loin, plus elles s'éloignent vite de chez nous. Et c'est proportionnel. Plus elles sont près, plus elles sont proches de nous, moins elles vont vite, plus elles sont loin, systématiquement, quelle que soit la direction. Si vous observez par là, si vous observez là-bas ou là-bas, c'est toujours pareil. Plus elles sont loin, plus elles vont vite. Elles s'éloignent vite de nous. Et c'est pas normal parce qu'on n'a pas de raison d'être au centre de l'univers. Donc la seule façon d'expliquer ça d'une façon simple, c'est d'imaginer que l'univers est en expansion. Et on a compris ça il y a un siècle. Il y a un siècle, on a compris que l'univers était en expansion. La grande nouveauté, alors ce qui veut dire qu'il y a une histoire. Ça veut dire qu'à un moment, si vous allez dans l'autre sens, si aujourd'hui il en est comme ça, il s'est agrandi, ça veut dire que si vous remontez en arrière dans le temps, il se rétrécit. Il arrive forcément à un bout d'un moment où il se passe quoi? On a tout dans un seul point. C'est ce qu'on appelle le modèle du Big Bang. Le modèle du Big Bang, c'est pour expliquer ce qu'on voit déjà. On voit l'expansion de l'univers et si on revient en marche arrière, forcément, il y a un moment où tout était confiné en un seul point. C'est ça, le modèle du Big Bang. Alors, on a essayé de comprendre un peu comment fonctionnait le Big Bang. Là, vous le voyez représenté en 2 dimensions. Alors, c'est un peu bizarre parce que ça se produit dans un espace en 3 dimensions, mais on ne peut pas le dessiner autrement qu'en 2 dimensions. Donc, vous voyez complètement sur votre gauche le moment du Big Bang. Alors, et puis, vous voyez, juste après le Big Bang, c'est-à-dire, on va dire une explosion, mais si on dit une explosion, on imagine que tout ça va se produire dans un espace qui existe déjà. C'est-à-dire que toute la matière est confinée dans un endroit, dans un volume existant déjà à l'avance, et l'explosion se produit dedans, et l'univers est en expansion dans ce volume. Ben non. En fait, dans le modèle du Big Bang, l'espace, c'est-à-dire le contenant dans lequel il est confiné lui aussi. Et le Big Bang, c'est le démarrage à la fois de l'espace et de la matière, et aussi du temps. Alors ça, c'est pire. Ça veut dire qu'avant le Big Bang, il n'y a pas de temps qui s'écoule. Ça veut dire qu'il n'y a pas de succession d'événements. Il n'y a pas de causalité, quoi. Donc, pour nous, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Mais par calcul, on obtient ça, et les observations nous prouvent ça. Pour l'instant, on a pratiquement 0 observation qui prouve le contraire de ce modèle-là. Donc, le modèle, on va le garder tant qu'il explique tout ce qu'on observe. Jusqu'à ce qu'on trouve des choses qui ne s'expliquent pas, il va falloir inventer un modèle plus souvent, on invente un modèle plus vaste qui explique les nouvelles choses, plus toutes les choses qu'on savait déjà avant. C'est compliqué, hein, ça ne change pas comme ça du jour au lendemain. Mais bon, c'est le modèle qu'on utilise pour l'instant pour expliquer tout l'univers. Donc, vous voyez, le Big Bang, c'est l'histoire de l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Entre le moment où il démarre, il y a presque 14 milliards d'années en arrière, et aujourd'hui. Je suis désolé, j'ai oublié de couper mon téléphone. Voilà, pour le Big Bang. Donc, vous voyez, avant le Big Bang, il y a rien. On peut pas dire qu'il y a rien parce qu'en fait, c'est le même problème que tout à l'heure avec le trou noir. Vous vous rappelez, je vous ai dit que mentalement, on peut pas visualiser un trou noir comme étant une boule avec quelque chose dedans ou pas. Parce qu'on ne peut pas expliquer ce qu'il y a dedans. Mais pour nous, ça reste une boule avec quelque chose de dedans, parce qu'on raisonne en 3 dimensions. Ben, c'est pareil avec le Big Bang. En fait, dès qu'on va dire que l'univers commence à ce moment-là, à ma montre, c'était il y a 14 milliards d'années, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 milliards d'années avant? Maintenant, en fait, il faut imaginer que le temps démarre à ce moment-là. Le temps n'existe pas avant. Mais pour nous, le temps qui n'existe pas, c'est impossible. C'est impossible à visualiser mentalement. Le temps qui n'existe pas ne peut pas se visualiser mentalement. Donc, on ne peut pas dire ce qu'il y a avant le Big Bang, il n'y a pas de temps. On ne peut pas répondre à cette question. En fait, la question est un piège. C'est comme l'univers a-t-il un bord ou pas de bord? On voit bien que toutes les solutions possibles sont inacceptables. Ça veut dire que la question est un piège. Donc, cette histoire de temps, c'est un vrai piège.
et c'est compliqué, très compliqué à expliquer, mais ça fait partie de la science aussi. C'est comme ça qu'on avance. Bon, j'espère avoir fait le grand tour de tout ce que je voulais dire. Ah oui, alors on va rester humble. Je vais finir là-dessus, ça va être marrant. Alors, je vous explique le fromage que vous voyez devant vous, faut pas le manger. Tout ce qu'on voit de l'univers, c'est-à-dire les étoiles, bien sûr, les planètes que vous pouvez voir en sortant dehors. Ce soir, les étoiles que vous verrez, on voit qu'il y a des galaxies. Si vous avez un télescope, vous allez pouvoir voir des amas de galaxies, même des galaxies, des amas galactiques. Toute la matière brillante, toute la matière qu'on connaît, qu'on peut repérer, qu'on voit dans l'univers, c'est la petite portion de 5% là, la matière ordinaire, c'est ça. Pour expliquer comment se répartissent les filaments galactiques, on a été obligé d'inventer la matière noire. Vous voyez, la matière noire, c'est un quart de toute l'énergie. Et puis, pour expliquer pourquoi, ah oui, voilà, j'étais à vous expliquer tout à l'heure le Big Bang, on a inventé l'histoire du Big Bang parce qu'on a observé l'expansion de l'univers il y a un siècle. Mais il y a quelques années, il y a 20 ans maintenant, il y a juste 20 ans, on s'est aperçu que l'expansion de l'univers n'était pas continue, était en accélération. L'expansion de l'univers s'accélère. Alors là, on n'y comprend rien du tout. On ne sait pas du tout ce que c'est qui provoque l'accélération de l'expansion de l'univers. On a été obligé d'inventer 3/4 d'énergie sombre. On va l'appeler comme ça, parce que si on l'appelle énergie noire, on va se mélanger les pinceaux avec la matière noire. La matière noire est pesante, on peut la mesurer, mais on ne sait pas ce que c'est. L'énergie sombre, on ne sait pas du tout ce que c'est, mais ça provoque l'accélération de l'expansion de l'univers. Donc vous voyez, on se retrouve avec pratiquement, il y a 95% de l'univers qui est pour nous totalement inconnu. Mais attention, ce que vous voyez là, c'est pas de la théorie, c'est provoqué par l'observation. Si on se retrouve avec 3/4 d'énergie sombre, c'est parce que on observe que l'expansion de l'univers s'accélère. C'est de l'observation, c'est pas de la théorie. Et si on a 1/4 de matière noire, c'est pas de la théorie, c'est parce que on voit comment est organisée la matière dans l'espace qu'on observe, dans le volume d'espace qu'on observe. Et on est obligé de faire intervenir la matière noire pour expliquer ce qu'on voit. Donc vous voyez, on se retrouve avec 95% de matière inconnue, on ne sait pas ce que c'est, et tout ce qu'on raconte sur l'univers, c'est-à-dire les beaux discours qu'on vous tient et ce que je vous dis maintenant là, ça concerne que les 5%, la petite tranche de fromage. Il va falloir se contenter de ce petit fromage pour le dessert. J'ai rien d'autre à vous proposer que ça. Voilà à quoi se résume pour l'instant la connaissance en astronomie. Mais vous voyez, à la fois, on fait des observations qui nous sortent complètement des limites de l'observation, et à la fois, on n'est pas plus avancé parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais on cherche, bien sûr. C'est ça, la recherche. On cherche. Voilà, j'ai fait des grands discours. J'espère que j'ai pas ennuyé tout le monde. Vincent, est-ce qu'il y a des choses importantes? Il y a toujours des questions compliquées, des questions qui, par elles-mêmes, n'ont pas directement du sens. Donc, c'est très difficile, effectivement. Dès qu'on parle de trou noir et de Big Bang, on est sur des concepts qu'on ne peut pas expliquer. Les mots ne suffisent pas. Le bon vocabulaire pour expliquer ça, ce serait les mathématiques. Le bon langage, ce serait les mathématiques. Et d'une part, moi, j'ai pas les compétences pour faire tout ça en mathématiques, mais surtout, ce serait incompréhensible pour la plupart des gens. Voilà, c'est des concepts mathématiques qui sont très difficiles à mettre en œuvre, à expliquer. Et donc, beaucoup des questions que vous me posez, en fait, tournent autour de ça. Donc, c'est pas facile d'y répondre. Avant le Big Bang, ça n'a pas vraiment de sens puisque le temps est né en même temps que le Big Bang. Avant, c'est une notion de temps. Donc, avant le Big Bang, ça n'existe pas. Voilà. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne s'est rien passé quand le Big Bang n'avait pas eu lieu. Mais on ne peut pas dire avant. Alors, c'est très énervant, quoi. Voilà. On ne peut même pas dire quand le Big Bang n'avait pas eu lieu. Il n'y a rien qui... voilà. C'est très, très difficile, en fait, d'aborder tout ça. De la même façon que les trous noirs, on me demandait, tiens, est-ce que s'il y a un trou noir, il y a peut-être aussi des trous blancs? Non. C'est vrai que les trous noirs, c'est troublant. Mais par contre, oui, la notion même de trou noir, c'est pas un trou et c'est pas directement noir. Ça n'émet pas de lumière. Donc, on ne voit pas de lumière et on a l'impression que c'est suffisamment massif pour attirer beaucoup de choses autour. Donc, c'est comme si ça tombait dans un trou, quoi. Mais c'est ni un trou,
ni vraiment noir. Voilà, c'est plutôt une boule et ça n'émet pas de lumière. Voilà. Donc c'est compliqué tout ça, c'est très compliqué. Et c'est souvent là-dessus qu'on passe le plus de temps finalement, à essayer d'expliquer que les choses ne sont pas explicables. Voilà. Je vous ai laissé une belle image d'un fond galactique, donc ça vous pouvez le voir au télescope avec un bon télescope. Là sur l'image vous voyez pratiquement plus d'étoiles, on ne voit plus que on a supprimé les étoiles pour ne voir que les galaxies qui sont encore plus loin. Mais les galaxies elles-mêmes étant constituées, chaque petit point ici, chaque tache, c'est un paquet qui contient 200-300 milliards d'étoiles. Hein. Vous voyez, et donc ces galaxies qu'on voit ici sont des galaxies, alors que nous, on fait partie d'une galaxie. Donc, c'est d'autres galaxies. Et donc, on voit qu'avec un télescope, on peut voir au-delà de notre galaxie, pour répondre à la question de Valentin. Et plus le télescope est puissant, plus on peut voir de galaxies et plus on voit donc loin. Voilà. Alors, pour répondre d'une façon générale à ceux qui se posaient les questions sur le Big Bang et sur les trous noirs et des concepts qui sont très difficiles, hein, il faut bien réaliser que notre représentation à nous, notre perception de ce que nous observons, on se représente l'univers comme étant un volume d'espace en 3 dimensions avec un temps qui s'écoule dedans. Voilà notre principale base de départ. Et c'est à partir de cette base qu'on essaie de comprendre toutes les choses. Ça fonctionne bien dans notre environnement direct. Par contre, à l'échelle de l'univers, visiblement, on perd pied. Et toutes les questions pièges dans lesquelles on s'enferme et qui n'ont pas de réponse, eh bien, sont issues de cette représentation qui est approximative. Hein, on voit un espèce de volume dans lequel il y a de la matière, c'est-à-dire des galaxies, du paquet, enfin, vous rajoutez plein de trucs là-dedans, mais on voit un espèce de volume avec du temps et le temps qui s'écoule dedans. Or, l'univers est apparemment bien plus complexe que ça, mais ça dépasse les compétences de notre cerveau en ce qui concerne une simple représentation. Donc évidemment, on se retrouve sur des murs de questions insolubles. Hein. On s'enferme dans des pièges nous-mêmes, quoi. Donc voilà, sachez que avant le Big Bang, le temps n'existe pas. Dans le modèle qu'on utilise pour le Big Bang, le temps se fabrique. Le temps se fabrique au moment du Big Bang. Ça veut dire que avant, ça n'a pas de sens parce qu'avant, ça veut dire qu'il y a du temps qui s'écoule, qu'il y a une succession d'événements avant, maintenant, après. Ça n'existe pas avant le Big Bang. Donc, on ne peut pas raisonner de cette façon. D'un autre côté, si on supprime la causalité, on supprime toutes les sciences. Donc, on est piégé dans ce genre de raisonnement. Voilà. Donc, c'est pas la peine de s'affoler. En observant, en apprenant de plus en plus, on va comprendre de mieux en mieux. Et sans doute, quelqu'un dans 50 ans tiendra un autre discours que moi, plus complet, plus enveloppant, plus global et qui vous expliquera plus de choses. Mais on en est là pour l'instant. Ok, bien, merci Daniel pour cet état des lieux sur l'univers. En fait, on est allé au-delà d'une nomenclature de l'univers, mais vraiment vers une description précise. On réabordera le sujet demain. C'est moi qui m'y colle, alors ce sera différent. Ce sera différent sans doute, mais c'était très intéressant. En tout cas, c'était passionnant. Je pense que beaucoup de gens ont apprécié. N'hésitez pas à revenir nous voir demain ou d'autres fois pour revoir ce même sujet ou d'autres sujets qu'on réabordera avec plaisir. Voilà, faites part de ça autour de vous. N'hésitez pas à en parler. Hein, plus on est de fous, plus on rit. Et voilà, il y a de la place pour tout le monde. Hein. On peut faire des webinaires à 300, 400 connexions, ça pose aucun problème. Donc, on a de la marge. Voilà. Merci de votre attention. Bon retour sur Terre. Et puis, à une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Merci à vous. Au revoir.